d'avoir choisi le morning pour vous informer. Vous êtes sur i24 News et voici les titres à la une de l'actualité. Les combats ont fait rage toute la nuit dans le Sinaï égyptien au lendemain d'une attaque de l'État islamique qui a fait des dizaines de morts. L'armée a riposté en éliminant là aussi des dizaines de djihadistes. Et en Israël, on suit cette situation de près et pour cause. Cette vidéo, Daesh annonce qu'il veut éradiquer l'État juif et par la même occasion supplanter le Hamas à Gaza. Hier encore, l'Europe voulait y croire, mais un accord de dernière minute entre la Grèce et ses créanciers a finalement été rejeté par l'Eurogroupe. Toute décision est désormais suspendue au référendum de dimanche. Le Premier ministre grec a réitéré son appel à voter non. Nouvelle journée de canicule en France ce jeudi et la vague de chaleur devrait se prolonger jusqu'en milieu de semaine prochaine. À l'ordre du jour, cette question également, à partir de quelle température devient-il impossible de travailler? Que dit le Code du travail? Réponse dans un instant. Enfin, la nouvelle Spider-Woman est enceinte de 8 mois, parent le jour, héros la nuit. C'est la punchline de la prochaine édition de la BD signée Marvel qui s'attaque donc à un problème très contemporain. Comment concilier maternité et obligation de super-héroïne? Bienvenue à tous. Au moins 17 soldats égyptiens tués hier dans le nord du Sinaï. Il s'agit d'une série d'attaques simultanées contre 5 positions de l'armée. Un groupe lié à l'État islamique a revendiqué l'attentat. Depuis, l'armée a riposté en éliminant une centaine de djihadistes. Maxime Pérez. C'est une série d'attaques d'une ampleur sans précédent qui a visé mercredi matin l'armée égyptienne près d'El Arish, au nord de la péninsule du Sinaï. Le bilan encore très provisoire et lourd. Une centaine de tués et blessés parmi les forces de sécurité, mais aussi de nombreux civils. Des actions menées simultanément contre des postes militaires et des barrages, à l'aide notamment de voitures piégées. Selon l'armée égyptienne, l'opération aurait impliqué plus d'une centaine de djihadistes, dont au moins un tiers aurait trouvé la mort dans les combats qui s'en sont suivis. L'assaut revendiqué par l'État islamique a probablement été exécuté par le groupe Beth Ansar al-Maqdis, qui lui a fait récemment allégeance. La télévision égyptienne a immédiatement interrompu ses programmes pour couvrir les événements du Sinaï. Au Caire, des responsables ont parlé d'une guerre totale contre le terrorisme. Tout au long de la journée, les forces armées égyptiennes ont affronté au sol et dans les airs les combattants de Daesh. Des hélicoptères Apache et des chasseurs F-16 ont pilonné plusieurs de leurs positions. Pour le président égyptien Al-Sisi, le défi sécuritaire est immense. Un défi qui concerne également la mouvance islamiste égyptienne. En fin d'après-midi, dans la banlieue du Caire, un raid de la police a tué 9 activistes des frères musulmans, dont un haut responsable de l'organisation, qui reste plus que jamais dans la ligne de mire du pouvoir. Les violences dans le Sinaï interviennent à peine quelques jours après l'assassinat en plein cœur de la capitale égyptienne du procureur général de l'État, Hicham Barakat. Déjà, le pouvoir d'El-Sisi avait promis de sévères représailles contre les islamistes. Bonjour Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe. Quelle est la situation ce matin dans le nord du Sinaï égyptien? Bon, bien entendu, la situation est beaucoup plus calme qu'elle n'a été hier dans l'après-midi, mais il y a encore quelques poches de résistance selon des sources tribales dans lesquelles sont concentrés les djihadistes de l'État islamique et que l'armée égyptienne essaye d'en prendre contrôle. Barbara, il faut comprendre, il ne s'agit pas des attaques menées par les djihadistes qui ont fui, mais des attaques qui ont été le début, l'introduction d'une tentative de s'installer et d'installer leur administration, leur califat dans la ville de Sheikh Zayed et dans la ville de Rafah au Sinaï. Alors justement, quelles sont les ambitions de l'État islamique en Égypte? Les ambitions de l'État islamique en Égypte sont pareilles comme leurs ambitions au Sinaï, en Syrie, en Irak et maintenant à la bande de Gaza, d'installer leur califat et d'essayer de créer une suite territoriale. Là maintenant, on parle de la Libye, le Sinaï et la bande de Gaza qui va être la ligne parallèle ou l'existence parallèle de l'État islamique à ce qui se passe en Irak et en Syrie. Donc c'est une organisation à vocation territoriale. Il ne s'agit pas d'une guérilla, il ne s'agit pas que d'une organisation terroriste, mais une organisation
organisation qui veut s'implanter, qui veut établir son administration. Ça veut dire qu'ils vont frapper de plus en plus fort en Égypte, dans ces nouveaux territoires qu'ils veulent conquérir. Ces attentats, hier, ont été les plus importants, jamais faits dans le Sinaï. Ça ressemble aux méthodes utilisées par les djihadistes en Syrie et en Irak. Absolument, Barbara. Et le défi, comme a été mentionné dans votre reportage, est désormais double et multiple du fait que l'État islamique existe en Libye. L'État islamique fera passer des djihadistes pour le Sinaï et pour l'Égypte en provenance presque partout du monde arabe via les frontières entre l'Égypte et la Libye pour passer au Sinaï. Mais je sais que vous allez attaquer ça plus tard dans les chroniques de Maurice. On ne peut pas détacher ce qui se passe au Sinaï de ce qui se passe à la bande de Gaza et la déclaration de l'État islamique qui veut supplanter le Hamas à la bande de Gaza et installer le califat désormais à la bande de Gaza. Effectivement, on va y arriver dans un instant. Parlons de la riposte de l'armée égyptienne. Al-Sisi est connu pour sa main de fer, pour sa répression sanglante. Pourtant, il ne parvient pas de mettre fin à ce terrorisme dans le Sinaï. Pourquoi? Parce que l'État islamique présente un défi beaucoup plus important. Il s'agit des centaines, voire parfois des milliers de combattants qui ont été bien entraînés. Certains d'entre eux, une bonne partie d'entre eux a été entraînés dans des camps d'entraînement menés, dirigés par des officiers de l'Occident quand ils étaient dans les camps en Syrie ou dans les camps en Irak pour battre le régime syrien ou pour battre le régime iranien. Mais ce qui marque les djihadistes au Sinaï, c'est qu'ils jouissent d'un soutien très important des tribus qui se trouvent au Sinaï. Et c'est le prix que paye le gouvernement égyptien pour cette négligence de la péninsule au Sinaï. Mais Barbara, un dernier point très important. L'armée égyptienne, elle se bat non seulement pour la stabilité et la sécurité du pays, elle se bat pour ses privilèges, elle se bat pour son avenir lui-même. L'armée égyptienne, il y a 2 ans, a mené un coup d'État. Son ancien chef et désormais le président égyptien, on sait qu'on est beaucoup plus proche à un état d'urgence que sera dressé par l'armée qu'à de nouvelles élections présidentielles, par exemple. L'armée qui se bat pour sa survie et pour celle de l'Égypte. Merci. Ali, et vous le disiez, Israël suit en effet de près cette situation à sa frontière, d'autant que dans une vidéo, je vous le disais, Daesh annonce qu'il veut éradiquer l'État juif et par la même occasion supplanter le Hamas à Gaza et le Fatah en Cisjordanie. Maurice, il s'agit de la première menace directe de l'État islamique à l'égard des Palestiniens et d'Israël. Effectivement, Barbara, jusqu'à présent, l'État islamique n'avait jamais menacé directement Israël, mais ce qui inquiète le ministre israélien du renseignement, Israël Katz, quelques heures avant d'ailleurs la diffusion de cette vidéo, c'est la déstabilisation de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï, la déstabilisation sécuritaire. Alors le ministre a expliqué que dans le nord de la bande de Gaza, finalement les salafistes et le Hamas coopèrent sont en conflit, excusez-moi, pour contrôler cette région. Les salafistes veulent effectivement mettre en échec la trêve conclue entre le Hamas et Israël et par là même finalement créer un nouveau conflit et prendre le dessus. Dans le sud, par contre, le Hamas et les salafistes coopèrent et permettent le trafic d'armes, de munitions et de combattants vers la péninsule du Sinaï. Et le ministre israélien a expliqué que les Saoudiens et les Égyptiens le savaient parfaitement. On va regarder cette vidéo qui menace donc Israël, le Hamas et le Fatah dans le même temps. وهنا أوجه رسالة إلى طواغيت حماس فنقول لهم لا نعدكم بأننا نعد لكم وأننا سنفعل وسنفعل فأنتم في حساباتنا لا شيء أنتم في حساباتنا تحصيل حاصل بفضل الله عز وجل وبإذن الله سنقتلع دولة اليهود من جذورها وأنتم وفتح وكل العلمانيين لا شيء زبد يذهب مع زحفنا كل دورة عسكرية يخرجونها. Guerre psychologique ou menace bien réelle? Barbara, pour comprendre les codes des djihadistes, ils mettent dans le même panier Israël, le Hamas et l'autorité palestinienne. Ils définissent le Hamas en tant que tyran. Et dans les codes des djihadistes, cette vidéo a été publiée par Aleppo, qui est considéré un des bastions des djihadistes en Syrie. Et depuis là-bas, ils nous promettent le scénario qu'il faut attendre dans les mois à venir dans notre région.
Merci beaucoup Ali, merci Maurice. Et puis je vous le disais en titre, l'Europe, Athènes et son gouvernement sont désormais suspendus au résultat du référendum qui se tiendra donc ce dimanche en Grèce. L'Eurogroupe a en effet décidé d'attendre le résultat du vote populaire avant la poursuite des discussions et le Premier ministre grec a réitéré son appel à voter non. Elsa Mourgue. Alexis Tsipras est revenu sur ses positions alors qu'il avait l'air de capituler dans la lettre qu'il a adressée ce mardi à ses créanciers. Une lettre dans laquelle il se disait prêt à accepter toutes les mesures d'austérité réclamées par les institutions, BCE, FMI et Commission européenne, en échange de certaines conditions. Mais en fin de journée, mercredi, il est intervenu à la télévision grecque faisant volte-face et revenant sur la ligne qu'il avait adoptée depuis 4 jours, à savoir laisser le peuple grec décider par référendum s'il accepte ou non les réformes des créanciers de la Grèce. Le gouvernement Syriza fait ouvertement campagne pour le non. Le non ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais le retour à l'Europe des valeurs. Le non signifie une forte pression pour continuer les négociations. Le non, ce n'est pas simplement un slogan, mais un pas déterminant pour un accord meilleur. Tsipras et les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés pour suspendre les négociations jusqu'à ce que l'on connaisse l'issue du référendum de dimanche, s'alignant ainsi sur la position allemande. Mais à contre-courant, Paris défend l'idée d'un accord au plus vite et jamais les différences de point de vue entre Merkel et Hollande n'avaient été aussi clairement affichées. Il faut être clair, l'accord c'est tout de suite, on ne va pas être différé. Ça fait tellement de temps dont on parle de cet accord, il faut qu'il vienne. Ensuite, s'il vient là, le gouvernement grec devra en tirer les conclusions. S'il ne vient pas, il faudra attendre un référendum, mais il y a toujours un risque. En Grèce, les manifestations pour le oui comme pour le non se succèdent, alors que plusieurs organisations politiques et syndicales appellent au boycott de ce référendum. Et on retrouve depuis Athènes notre correspondant Ismaël Mereghetti. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que le défaut de paiement dans lequel est entrée la Grèce depuis hier a changé quelque chose dans la vie quotidienne du pays? Est-ce que les étals des supermarchés, par exemple, commencent à se vider? Alors non, les étals des supermarchés vont très bien. En revanche, plus que le défaut de paiement, c'est effectivement cette fermeture des banques qui a cours depuis lundi, qui a changé un petit peu, bouleversé la vie quotidienne des Grecs. Alors on a assisté à une panique ce week-end. Les Grecs se sont rués vers les distributeurs automatiques pour tirer le plus de liquide possible. Ici, tout se paye encore beaucoup en cash. Mais cette panique est un petit peu retombée puisque les restrictions bancaires sont plus souples que prévu. Les retraits sont plafonnés à 60 € par jour et par personne, ce qui laisse un petit peu de marge pour la vie quotidienne. Et quant aux factures et aux loyers, beaucoup de Grecs m'ont affirmé qu'ils les suspendaient à l'issue du référendum de dimanche. Donc plus que de la panique, on pourrait parler plutôt de prudence et de précaution ici à Athènes. Ismaël, on tente de comprendre également ce matin la stratégie du Premier ministre Tsipras en déclarant hier qu'il appelle à voter non au référendum pour pousser vers un meilleur accord. N'est-il pas en train de jouer un jeu dangereux ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit ascenseur émotionnel pour les Grecs depuis hier. Alexis Tsipras a soufflé le chaud et le froid concernant la tenue du référendum. Dans un premier temps, il s'est remis à la table des négociations, vous l'avez dit, pour tenter d'obtenir un meilleur accord. Ça a toujours été un homme de compromis, finalement, Alexis Tsipras, contrairement à l'image qui lui colle à la peau. Avant son élection, puis depuis cette élection, il a toujours prôné ce compromis avec les Européens. Donc c'est ce qu'il a tenté de faire en soumettant le pays au référendum. Maintenant, il a quelques heures plus tard, hier, déclaré dans une allocution télévisée que le référendum aurait bien lieu. Et cette stratégie a un petit peu déstabilisé ici les Grecs qui ont été surpris de cette volte-face. Et cette volte-face donc pourrait lui coûter potentiellement cher dans les urnes dimanche, puisque l'écart est en train de se réduire entre les partisans du non et ceux du oui. Les partisans du non soutenus par le gouvernement restent en tête, mais leurs intentions de vote sont passées de 54 à 46% des voix, alors que le oui a grimpé, lui, de 30 à 37%. Donc à 3 jours du référendum, le scrutin semble encore bien incertain. Merci Ismaël. Et si hier, l'Europe, on l'a dit, voulait encore croire à un accord qui aurait pu changer la donne, eh bien ces espoirs ont été douchés par une femme. La chancelière allemande a fermé la porte à une solution rapide. Au contraire de la France, on a entendu François Hollande, Myriam, Angela Merkel s'est définitivement alignée sur les positions de son gouvernement. Alors c'est ce qu'on pourrait croire effectivement, parce qu'Angela Merkel a tranché non pas de négociations supplémentaires avec la Grèce tant qu'il n'y aura pas eu ce fameux référendum. Les Grecs l'ont voulu, ils l'auront donc. Alors Merkel a tranché, la question c'est est-ce qu'elle a répondu oui à sa coalition qui disait non au compromis, ou bien alors
est-ce qu'elle s'avance davantage vers l'éventualité d'un Grexit en disant qu'aujourd'hui ce n'est pas l'avenir de l'Europe qui est en jeu, mais bien l'avenir de la Grèce? Parce que ce que Merkel n'assume pas aujourd'hui, c'est que l'Allemagne soit l'éternel portefeuille et bourse de réserve de toute l'Union européenne. Alors Merkel ne le voulait pas, ce référendum, une fois qu'il est tombé, et que Tsipras, dans ce grand ultimatum d'hier, a appelé les Grecs à voter non, et bien du coup elle dit, eh bien si les Grecs doivent choisir, eh bien qu'ils le fassent. Ils sont un peuple souverain, ils doivent choisir de leur avenir politique pour eux-mêmes, mais également de leur avenir politique au sein de l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui est en danger aujourd'hui et qui est au bord de la faillite, mais bien la Grèce. Donc la balle est dans le camp d'Athènes. Pas question de céder à la panique, dit Angela Merkel. C'est ça, le véritable signification de son nom à la suite des négociations avant ce référendum. Pour elle, l'interlocuteur, ce n'est plus Tsipras, mais le peuple grec, et elle attend sa réponse. Est-ce que cette position d'Angela Merkel marque finalement le début de la fracture franco-allemande sur ce dossier? Alors sans aucun doute, et elle s'est sentie plus que jamais hier. Alors ce couple franco-allemand qu'on disait si parfait ces derniers mois, eh bien on se rend compte qu'il ne l'est pas tellement finalement. Un tandem qui est à l'épreuve aujourd'hui avec Merkel et Hollande qui ont soutenu des positions radicalement différentes hier. François Hollande, on l'a entendu dans le sujet un petit peu plus tôt, un accord, c'est tout de suite. Il refuse aujourd'hui de différer. Pour la France, l'interlocuteur reste Tsipras. Pour l'Allemagne, c'est le peuple souverain grec et c'est Tsipras qui l'a voulu ainsi. Et puis il faut aussi savoir que dans cette réponse, il y a un peu l'avenir et la vision de l'avenir de l'Europe qui est en jeu. On va revoir peut-être les images. Voilà, elles nous parviennent en direct depuis Athènes. Vous le voyez, c'est que devant les banques qui ont rouvert pour quelques jours pour que ces retraités que vous voyez sur ces images puissent toucher leur pension. En effet, ils n'ont pas de carte de crédit dans leur grande majorité, ces retraités. Ils font la queue donc pour obtenir les quelques dizaines d'euros qui leur reviennent. Effectivement, et si Hollande est si sensible aux arguments de la politique d'austérité et de Tsipras, c'est peut-être aussi, ne l'oublions pas, parce que la dette publique de la France continue de monter et qu'aujourd'hui François Hollande écoute sa gauche en estimant qu'aujourd'hui il faut peut-être alléger les politiques d'austérité et les règles de politique économique commune au sein de l'Union européenne, tandis que pour Angela Merkel, c'est la crédibilité de l'Union européenne qui est en jeu, une Europe qui se fera avec ou sans la Grèce, et ce sont les Grecs qui choisiront. Merci Myriam Danan. Et puis la canicule s'abat pour la 4e journée consécutive sur toute l'Europe, mais la France également qui se prépare donc aujourd'hui à de fortes chaleurs. Hier, de nouveaux records ont été battus, près de 40 degrés à Paris. Dans le même temps, de nouvelles coupures d'électricité et de fortes perturbations dans les gares. Julia Ganantia. Paris flirte avec les 40 degrés, 39,7 degrés exactement. C'est la température la plus chaude dans la capitale depuis le 28 juillet 1947. Certains cherchent désespérément un brin d'ombre, tandis que les glaciers se frottent les mains. Touristes et Parisiens se précipitent vers les points d'eau. On s'est mis à l'ombre, on a posé les affaires à l'ombre, on vient se baigner, puis après on retournera s'installer à l'ombre. Beaucoup de soleil, des températures supérieures à 30 degrés, peu de vent, toutes les conditions sont réunies pour une pollution à l'ozone. Frédéric Mahé est ingénieur prévisionniste à Air Paris, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. Selon lui, cette situation risque de se poursuivre et d'impacter les gens. Lorsqu'il y a une pollution à l'ozone, la conduite à tenir pour les personnes sensibles, lorsqu'on dépasse le seuil d'information, c'est de prendre des précautions, de ne pas sortir, notamment en période de canicule, pendant les périodes les plus chaudes, parce que c'est aussi en fin d'après-midi qu'on a les concentrations d'ozone les plus importantes. Et ce n'est pas tout. Conséquence des fortes chaleurs, une gigantesque panne d'électricité a touché environ 1 million de foyers dans la nuit de mardi à mercredi dans l'ouest de la France, qui pourtant n'est pas en vigilance orange. Le ministère de la Santé indique que les préfectures de 40 départements ont d'ores et déjà déclenché le niveau 3 de leur plan canicule. Pour Marisol Touraine, la situation reste pour l'instant sous contrôle. Nous sommes en alerte permanente, nous suivons la situation dans les hôpitaux, auprès des médecins généralistes. Il n'y a pas de tension particulière à l'heure actuelle, ni dans les hôpitaux, ni auprès des médecins de ville. La vigilance orange pour la canicule concerne désormais 47 départements, soit 7 de plus que mercredi matin. Et les températures maximales prévues jeudi resteront de l'ordre de 35 à 39 degrés. L'épisode caniculaire s'annonce durable puisqu'il est probable qu'il se prolongera au moins jusqu'en fin de semaine, voire début de semaine prochaine sur l'Est. Un secteur garde au moins le sourire, les fabricants de piscines. Avec cette chaleur, ceux qui s'interrogeraient sur l'opportunité d'acquérir une piscine sont tentés de plonger et de doper un marché annuel de plus d'1 milliard d'euros.
Rudy, avec cette canicule, les réseaux sociaux s'enflamment, hein, c'est le cas de le Oui, et dire. pas que les réseaux sociaux, hein, 39,7 degrés à Paris, 36 à Boulogne-sur-Mer, 38,3 à Dieppe, autant de records de chaleur qui tombent et dont chacun témoigne sur les réseaux sociaux. Alors vous avez sûrement dû voir sur votre fil d'actualité Facebook ce genre de photos, ces photos de cadrans de tableaux de bord de voitures affichant 45 degrés au soleil. Nombreux ont été, voilà, on voit nombreux ont été les internautes qui ont témoigné des conséquences de cette canicule, comme par exemple vider les rues de Paris de ces touristes. On voit ici le parvis du centre Pompidou, je cite, nettoyé de sa populace. Alors la majorité des internautes prennent cette canicule avec le sourire et avec philosophie. En témoigne le succès du hashtag je dis pas qu'il fait chaud mais, et que les internautes évidemment s'amusent à compléter. Alors ça donne je dis pas qu'il fait chaud mais même mon ventilateur a besoin d'un ventilateur, ou pour revenir aux touristes, je dis pas qu'il fait chaud mais même les touristes allemands ont enlevé leurs chaussettes dans les sandales. Alors certains chauffeurs aussi de RER font un clin d'œil à cette canicule. Regardez comment s'appelle ce RER, il fait chaud. Il fait chaud. Sorti de son RER pour prendre la photo quand même. Hein. Voilà. Rudy, cela dit, l'exaspération est quand même bien montée hier dans les gares où on a noté d'énormes retards. Oui, hier, le trafic était très difficile. Gare Saint-Lazare et gare du Nord, 4 des 5 RER connaissaient des difficultés à cause de la chaleur et la ligne L a tout simplement été interrompue. Alors cet internaute témoigne de la chaleur insupportable sous la verrière de la gare du Nord, plus de 40 degrés. L'enfer, dit-il. Les internautes reprochent à la SNCF son manque d'anticipation technique face à cette canicule. Avec ironie, Claire publie ce communiqué de la SNCF en commençant par voilà, ça n'arrive pas souvent, en commentant ça n'arrive pas souvent que ce soit l'été. Et pour Netchis, il faut carrément virer le patron de la SNCF car quand il neige, il y a problème, quand il fait chaud, il y a problème. À quoi servent les prévisions? Alors, devant ce début de polémique, la SNCF a très vite réagi, a répondu par un film sur YouTube, un film de 2 minutes qui tente d'expliquer l'effet de la chaleur sur les caténaires. Alors ça ne fait pas arriver les trains à l'heure, mais ça occupe et on apprend quelque chose. Voilà. Merci Rudy, voilà, on aura appris quelque chose. Ça a inspiré énormément Barbara. Les caténaires, voilà, tous les intéressés. Mais regardez cette vidéo, elle explique effectivement pourquoi ce n'est pas la faute de la SNCF. D'accord. Mais c'est jamais la faute de la SNCF. Merci Rudy. Et en ces jours de canicule, cette question, à partir de quelle température devient-il impossible de travailler? Que dit le code du travail? Betsabé, vous avez les réponses. Eh bien écoutez, les entreprises doivent, ça c'est sûr, adapter les conditions de travail, d'autant que le code du travail dispose clairement que les patrons doivent protéger les salariés des intempéries, et bien sûr la canicule c'en est une. D'ailleurs, le code du travail impose que de l'eau potable fraîche soit mise à la disposition des salariés, et on le précise, gratuitement. Dans les BTP, la législation demande même 3 litres au moins par jour et par travailleur. Et aux intéressés, on note d'ailleurs qu'il est possible d'alerter la médecine du travail qui pourrait même exiger l'arrêt du chantier en cas de température caniculaire. Et puis autre exemple, l'entreprise doit veiller à ce que les locaux puissent s'adapter aux températures ambiantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, climatisation, ventilateurs qui doivent être installés selon les caractéristiques des lieux. Et puis aménager les locaux, ça veut dire aussi adapter les heures, les travaux extérieurs avec des abris et des zones d'ombre, bien sûr. Est-ce qu'on peut s'arrêter de travailler à partir d'une certaine température? Je vous vois venir. Vous vous voyez déjà dans un hamac, Barbara? Par exemple. Regardez. Il fait trop chaud pour travailler. Il fait trop chaud pour travailler. Voilà, on se souvient tous de cette publicité. Alors la loi ne prévoit pas de température maximale au-delà de laquelle on doit ou on peut s'arrêter de travailler, mais il existe, sachez-le, un droit de retrait du salarié en cas de forte chaleur, droit de retrait qui peut s'exercer en cas de situation, je cite, de danger grave et imminent. Autrement dit, si vous sentez, Rudy ou Barbara, que vous courez un danger, alors l'employeur peut le refuser, ce sera la justice qui tranchera, qui décidera alors a posteriori
posteriori du bien fondé ou non de l'arrêt de travail. Si l'entreprise n'a rien fait pour remédier à la chaleur, cela constitue d'ores et déjà un motif raisonnable de retrait. Merci beaucoup Betsabé. Voilà, et bon courage à tous pour cette nouvelle journée de travail. Et à l'heure où les Français s'apprêtent à partir en vacances, il est désormais interdit d'utiliser les oreillettes pour téléphoner au volant. Il est même interdit d'utiliser un casque pour écouter de la musique à vélo. C'est une décision qui est entrée en vigueur hier pour faire baisser le nombre de tués sur les routes. Solal Azerwal. Interdiction de téléphoner ou d'écouter de la musique au volant. Depuis le 1er juillet, interdiction d'utiliser l'oreillette en voiture, en scooter ou à vélo, puisque cet accessoire nous distrait. Objectif : lutter contre les accidents de la route. Allô, oui, chérie. Parce que la conversation téléphonique augmente considérablement notre temps de réaction et fait chuter le nombre d'informations qui arrivent à notre cerveau. Nous entendons moins, bien sûr, mais nous voyons aussi beaucoup moins. Les automobilistes ont déjà trouvé la parade à cette interdiction, les haut-parleurs intégrés au véhicule. Les réfractaires risquent 135 € d'amende et s'exposent au retrait de 3 points de permis. Pire encore pour les utilisateurs d'une tablette ou d'un smartphone sans rapport direct avec la conduite, l'amende s'élève à 1 500 € et 3 points de permis. Parce que porter à l'oreille un appareil émettant du son isole le conducteur et le prive d'informations essentielles pour conduire prudemment. Cette mesure de prévention routière est indispensable. Chaque jour, 10 personnes meurent ou sont grièvement blessées sur les routes à cause d'une conversation téléphonique. Les chiffres de 2014 justifient le durcissement de la législation. 3 384 personnes ont perdu la vie sur la route en 2014. Et bonjour à Daniel Quérault, vous êtes le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous saluez cette mesure d'interdire ces kits mains libres, ce qu'on appelle l'isolement acoustique au volant? Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis au Conseil national de la sécurité routière qui a fait cette recommandation. Alors, certains voulaient interdire totalement le téléphone en voiture. Nous sommes plus réalistes. Nous savons qu'aujourd'hui, téléphoner de partout là où on est devenu un phénomène de société. Alors nous avons préféré dire, plutôt que de tout interdire, il faut privilégier un système dit kit main libre qu'on peut commander, par exemple, avec la commande vocale, ce qui permet de garder les yeux sur la route. Donc, finalement, nous étions plutôt pour cette mesure, parce que effectivement, quand vous êtes dans votre voiture et que vous avez les oreilles bouchées par des oreillettes, vous êtes coupé du monde extérieur. En plus, ça ne vous empêche pas de faire une manipulation avec votre téléphone. Donc voilà. Donc c'est un système sécurisé qui est encore autorisé aujourd'hui. Et pour nous, ça va dans le bon sens. Très rapidement, Daniel, en 30 secondes à l'heure des départs en vacances, il faut rappeler quoi aux automobilistes pour rester prudents? Eh bien, c'est une question de bon sens. Je crois qu'il faut déjà bien vérifier sa voiture avant de partir. Tous les organes de sécurité, il faut contrôler la pression des pneus. Et puis, il faut, quand on est fatigué, s'arrêter régulièrement, surtout quand il fait très chaud. Il faut boire. Donc, c'est une question de bon sens. Je crois que les gens doivent être capables de comprendre quelles sont leurs propres capacités et d'en tenir compte, puisque tout le monde n'est pas égal. Donc, voilà, c'est bon sens, prudence, respecter les limitations de vitesse. Plein de bon sens. Finalement. Merci beaucoup Daniel Quérault. Bon sens et prudence sur les routes en ce 2 juillet. À suivre juste après un nouveau journal. On reparlera des discussions sur le nucléaire iranien et on s'arrête sur Laurent Fabius, Mister Fabius, l'épouvantail du régime iranien par sa ligne dure. Ce sera juste après un nouveau journal avec Daniel Atlan. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Alors que les discussions sur le nucléaire iranien sont entrées dans leur phase finale, avant de nous rendre à Vienne où se tiennent ces discussions, eh bien on s'arrête un instant ce matin sur la ligne dure de la diplomatie française. Mister Fabius, épouvantail du régime iranien, c'est signé Solal Azerwal. Palais Cobourg à Vienne. Les journalistes attendent la fin d'une énième réunion sur le nucléaire iranien. Laurent Fabius, lui, cherche les caméras. Pendant les pourparlers, le chef de la diplomatie française s'est beaucoup fait remarquer. Par ses déclarations, mais aussi son style jusqu'au boutiste. Sans jouer le provocateur, le patron du Quai d'Orsay reste ferme sur ses positions. Et pour cause, Laurent Fabius sait ce qu'il veut. Je n'ai cessé de le répéter. C'est un accord qui soit robuste, qui reconnaisse à l'Iran le droit au nucléaire civil, mais qui garantisse que l'Iran renonce effectivement et définitivement à l'arme nucléaire.
Voilà l'objectif. 3 conditions qu'il juge indispensables pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. Inlassable, il les répète à chaque micro. Laurent Fabius tranche et ne cède pas. Conséquence, les Iraniens sont persuadés qu'il ne veut pas d'un accord. À Téhéran, il est même surnommé le méchant gendarme français ou encore Mister No. Il a tellement durci les conditions d'un accord que le seul dirigeant que les Iraniens savent opposer à cet arrangement, c'est Laurent Fabius, qui n'est pas du tout apprécié ici. Côté occidental, la posture du ministre français est moins critiquée. Elle est même jugée plutôt habile par les experts. La France a certainement donné l'impression qu'elle jouait le rôle du mauvais flic pendant ces négociations. La France est probablement plus prudente que les États-Unis sur certaines de ces questions. Alors, prudence ou rigueur? L'avenir nous dira si l'inflexibilité du chef de la diplomatie française a payé. Et on prend tout de suite la direction de Vienne où on retrouve notre envoyée spéciale Léa Berdugo. Léa, bonjour. Alors sur ce sujet, est-ce qu'on peut dire que la France se démarque des 5 autres puissances ces derniers jours par ses exigences à l'égard des Iraniens ? Tout d'abord, il faut rappeler que la France a bien été un peu inexistante ces derniers jours ici à Vienne. Laurent Fabius a quitté la capitale autrichienne dès samedi dernier. Il ne reviendra au Palais Cobourg qu'aujourd'hui. Donc on ne les a pas trop entendus, les Français, sur le sujet. Conséquence, les États-Unis ont joué seuls cette partition diplomatique avec l'Iran, alors qu'on avait l'habitude d'entendre les positions extrêmement fermes de Paris, comme cela a été rappelé dans le sujet. Alors sur le fond du problème, la France n'est pas seule, elle est soutenue par plusieurs pays européens et notamment la Grande-Bretagne. On avait entendu le ministre britannique des Affaires étrangères il y a quelques jours dire effectivement que si c'était un mauvais accord qui allait être conclu, il n'en voulait pas. Donc Paris n'est pas seul, mais la France a édicté une position extrêmement dure avec 3 conditions: une limitation des capacités nucléaires, une vérification des sites, y compris militaires si nécessaire, et enfin le retour des sanctions en cas de violation des engagements pris. Voilà, alors plusieurs conditions et la date butoir des discussions a été repoussée au 7 juillet. Est-ce que d'après ce que vous comprenez sur place, cet accord sera signé d'ici là? Les parties vont-elles y parvenir? Écoutez, le mystère reste entier pour l'instant. En tout cas, les efforts diplomatiques sont déployés. De nombreux ministres des Affaires étrangères reviennent aujourd'hui à la table des négociations. Tout d'abord, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Frank-Walter Steinmeier, le ministre allemand des Affaires étrangères, est toujours ici à Vienne pour poursuivre ces négociations. On l'a dit, Laurent Fabius revient au Palais Cobourg. Il est accompagné du ministre chinois des Affaires étrangères. Alors, sur le fond des négociations, encore une fois, hier on était très optimiste quant à l'évolution de ces pourparlers, parce que apparemment les experts auraient rédigé une proposition d'accord. Il ne resterait plus maintenant qu'à la soumettre aux ministres des Affaires étrangères respectifs. Donc nous verrons dans les prochaines heures et également dans les prochains jours où cela va mener. Merci Léa. Et toujours concernant ces discussions, sachez que le directeur de l'Agence internationale à l'énergie atomique s'est rendu à Téhéran hier, dans le même temps à Vienne, devant ce palais. Une manifestation anti-iranienne a également eu lieu. Le reportage sur place de Léa Berdugo. Vienne, 10h30 ce mercredi matin. Quelques manifestants commencent à installer leur attirail. Leur but, dénoncer l'accord qui est en train de se négocier à quelques dizaines de mètres dans l'enceinte du Palais Cobourg. Stop the bomb, le message est clair. Établir un accord avec l'Iran reviendrait à permettre au pays d'obtenir la puissance nucléaire. Mais qu'en est-il des avancées que cela pourrait apporter au peuple iranien? Elles sont inexistantes, selon l'organisateur de cette manifestation. Je pense que c'est un accord qui va renforcer le régime. Et ce régime a montré que même durant les négociations, il a continué d'abuser de façon odieuse des droits de l'homme. Il y a des prisonniers d'opinion en Iran et il y a beaucoup plus de gens exécutés sous Rouhani que sous Ahmadinejad. Concernant les éventuels dangers que pourrait entraîner un accord, la réponse des militants est bien cadrée. Pour moi, ça me rappelle l'accord avec la Corée du Nord. Bill Clinton disait que c'était alors un bon accord. Et aujourd'hui, ils ont la bombe atomique. Et je crains que ça va être la même chose avec les Iraniens.
Cette manifestation attire de nombreux journalistes iraniens venus décrypter l'événement. Ils ont également leur idée des terroristes. Pour eux, ils résident en l'ennemi israélien. Pas de communication entre les deux parties, à quelques jours d'un accord qualifié d'historique entre les grandes puissances et l'Iran. C'est officiel, les États-Unis et Cuba vont rouvrir des ambassades dans leurs capitales respectives. L'annonce a été faite à la Maison-Blanche par Barack Obama en personne. Nouvelle étape dans le réchauffement amorcé il y a quelques mois entre les deux ennemis d'hier, Léa Volbert. C'était entendu, c'est désormais officiel. Barack Obama annonce ce mercredi le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. Symbole de ce tournant historique, la réouverture des ambassades des deux pays. Il y a plus de 44 ans, au plus haut de la guerre froide, les États-Unis ont fermé leur ambassade à La Havane. Aujourd'hui, les États-Unis sont officiellement disposés à rétablir des relations diplomatiques avec Cuba et à réouvrir des ambassades dans nos pays respectifs. C'est un pas historique vers la normalisation des relations avec Cuba. Nous ouvrons un nouveau chapitre avec notre voisin Cuba. Depuis 1977, Washington et La Havane sont représentés par des sections d'intérêt chargées essentiellement des tâches consulaires. Après l'Obamacare, la légalisation du mariage homosexuel dans toute l'Amérique, Barack Obama signe donc ce mercredi un autre succès, une autre promesse de campagne tenue, celle de la réconciliation avec La Havane. Si les avancées diplomatiques sont chaudement accueillies à Cuba, beaucoup d'Américains, et notamment les républicains, sont plus nuancés sur la question. Or, Barack Obama a demandé au Congrès, majoritairement à droite, de plancher sur l'épineuse question de l'embargo, toujours en vigueur. Le processus législatif s'annonce long. L'embargo avait été imposé à Cuba en 1962 par Kennedy, puis sévèrement renforcé en 1996, d'où la réserve du président cubain Raúl Castro, qui parle lui d'une amélioration, mais pas d'une normalisation des relations. Mardi, la présidente brésilienne Dilma Rousseff était à Washington pour une conférence de presse commune avec Obama. Elle a évoqué une étape cruciale dans les relations des deux pays, une étape qui mettrait fin aux derniers vestiges de la guerre froide. La Maison-Blanche évoque la possibilité d'une visite de Barack Obama à La Havane en 2016. Myriam Danan, est-ce qu'au moment de la rupture des liens, il y a 54 ans, on imaginait que le dégel prenne autant de temps? Certainement pas. Et c'était d'ailleurs le premier argument de Barack Obama qui a été mis en avant dans son discours très diffusé hier après-midi. Alors Barack Obama qui affirme que le temps du dégel et de la normalisation est venu, même s'il va falloir que cela se fasse en plusieurs étapes. On parle ici de la réouverture des ambassades à La Havane et à Washington, d'une visite même de Barack Obama qui serait déjà envisagée pour 2016. Mais ce dégel, dit Barack Obama, aujourd'hui, s'il est nécessaire, eh bien, c'est parce que le gel n'a pas fait ses preuves. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, cette fameuse embargo, cette fameuse rupture des relations diplomatiques qui avait été déjà décidée par Kennedy en 62 et qui avait été ensuite renforcée par la loi Hans-Burton en 1996, eh bien, elle n'a pas fait ses preuves parce qu'elle n'a pas emmené la démocratie à Cuba. Alors, ce que Barack Obama espère aujourd'hui, eh bien, c'est qu'avec l'ouverture des ambassades, la reprise des échanges, eh bien, il y a un certain exemple du mode de vie démocratique et de libre-échange américain qui peut-être influencera La Havane et Raúl Castro. Grande ambition que celle de Barack Obama aujourd'hui. Alors justement, parlons des ambitions de Barack Obama. Il l'a dit, c'est une étape historique, une étape essentielle pour la vision qu'il a souhaité apporter des relations internationales, de sa politique étrangère. Effectivement, alors si le 44e résident de la Maison-Blanche veut laisser une marque dans l'histoire, eh bien il va falloir qu'il se dépêche parce qu'on est à 18 mois de la prochaine élection. Il ne reste plus beaucoup de temps à Barack Obama et il est engagé, il faut le préciser, du point de vue de sa politique étrangère dans bien des dossiers complexes sur lesquels il est possible qu'il ne parvienne pas à laisser son empreinte dans l'histoire autrement que par des échecs, précisons-le. Alors oui, Cuba, il en a besoin de Cuba à son tableau de trophées. Alors il y a cette fameuse coalition internationale qui est partie en guerre contre Daesh, mais qui peine visiblement à faire ses preuves. Il y a aussi les tensions en place avec l'Ukraine et le replacement de ce fameux, ce qu'on pourrait appeler presque un bouclier antimissile avec des nouvelles armes qui sont placées en Europe de l'Est. Lui qui avait tant critiqué
critiquer cette politique de Bush et de Condoleezza Rice. Il y a aussi l'Iran avec ses discussions qui s'éternisent encore et encore, et ce bras de fer entre les Américains et les Iraniens dont on ne voit pas la fin. Alors Cuba, c'est peut-être l'occasion de tenter de clore un dossier. C'est ainsi qu'il a voulu annoncer cette réouverture des ambassades, même si, encore une fois, la réouverture des ambassades et la réinstauration des relations diplomatiques ne suffit pas. La prochaine étape, c'est la normalisation politique et économique. Merci Myriam Danon. Le virus Ebola fait un retour remarqué en Afrique. Une victime est décédée au Libéria et 2 nouveaux cas ont été annoncés dans ce même pays. Les autorités avaient pourtant levé les mesures sanitaires, pensant avoir jugulé l'épidémie. Explication Maël Benoliel. On le pensait éradiqué. Et pourtant, 3 mois après, le virus Ebola est de retour au Libéria. Un nouveau cas mortel découvert par les autorités, synonyme de revers dans la lutte contre l'épidémie qui semble regagner du terrain, aussi en Guinée et en Sierra Leone voisine. Nous ne savons pas si ce cas vient de Guinée, pas pour l'instant. Ce que je sais, c'est que c'est un jeune homme de 17 ans qui habite dans la communauté Nidunwin. Il est tombé malade et il est mort chez lui. L'équipe spécialisée dans les enterrements s'est rendue sur place. C'est un étudiant, il allait à l'école. Il est libérien et non guinéen. Nous sommes toujours en train d'enquêter s'il a voyagé. Ce cas démontre l'importance de s'assurer que les gens qui meurent d'une maladie inconnue soient examinés avant leur enterrement. Cette personne est morte, la communauté nous a contactés et le défunt a été testé positif. Les autorités ont identifié et placé en quarantaine toutes les personnes qui ont été en contact avec l'adolescent de 17 ans. Il serait tombé malade le 21 juin dernier et décédé 3 jours plus tard. Un nouveau cas qui n'est a priori pas le dernier. Pourtant, le Libéria a été officiellement déclaré par l'Organisation mondiale de la santé débarrassé du virus le 9 mai dernier. L'ONG Médecins sans frontières, quant à elle, en pointe dans la lutte contre l'épidémie, déplore le non-respect des consignes sanitaires de la part des populations. Même si les autorités se veulent rassurantes. Nous ne sommes pas frustrés, seulement déçus, pour 2 raisons. Le fait que nous ayons un nouveau cas et que nous pensions rester à l'écart du virus. En termes de capacité et de ressources, nous avons ce qu'il faut. Nous pouvons gérer cette situation. Alors qu'on la croyait endiguée, cette épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a déjà fait plus de 11 000 morts pour quelques 27 000 cas depuis décembre 2013. Un bilan sous-évalué selon l'OMS. Et dans le reste de l'actualité, voici ce qu'il faut retenir. C'est en bref et en images et c'est signé Solal Azerwal. Dans cet avion militaire, 8 cercueils reviennent au Royaume-Uni. Il s'agit des premières dépouilles des 30 victimes britanniques de l'attentat terroriste à Sousse, en Tunisie. Revendiquée par l'État islamique, c'est l'attaque la plus meurtrière contre des citoyens britanniques depuis les attentats suicides du 7 juillet 2005 à Londres. Vendredi à midi, le Royaume-Uni observera une minute de silence national. Autour de l'Oregon de légaliser l'usage récréatif de la marijuana. Après l'Alaska, le Colorado et l'État de Washington, l'Oregon est le 4e État américain à autoriser la consommation de cette drogue douce, toujours interdite au niveau fédéral. D'ici 2020, 14 États américains supplémentaires devrait légaliser la marijuana à usage récréatif. La frégate Hermione est arrivée mercredi à New York, où elle participera à la fête nationale américaine. Sa traversée de l'Atlantique est enfin achevée. Le majestueux 3-mâts, symbole de l'amitié franco-américaine, sera samedi l'invité d'honneur de la parade nautique organisée pour la fête du 4 juillet, célébrant la déclaration d'indépendance. Allez, on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après cette question, doit-on être un ange pour porter un maillot de bain Victoria's Secret? Comme les mannequins de la marque, eh bien, un groupe de femmes a décidé de plaider pour la démocratisation du bikini en prenant, vous le voyez, les postures des plus belles top modèles du monde. Une campagne qui alimente la révolution du maillot pour tous. Les images et les explications après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous.
Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Israël marque ces jours-ci le 10e anniversaire du désengagement de la bande de Gaza. 10 ans plus tard, les versions continuent de s'affronter dans le pays. Julien Baloul est allé à la rencontre d'un évacué et d'un responsable politique. Été 2005. Ariel Sharon réussit l'inconcevable. Il ordonne le retrait israélien de la bande de Gaza et fait déloger de force les 8000 habitants juifs des implantations de la région, dont il fut le héros avant de devenir leur pire ennemi. 10 ans plus tard, le souvenir de ce désengagement, comme son utilité, divise encore. Nous sommes allés à la rencontre de deux hommes qui ont vécu de manière très différente cette page de l'histoire d'Israël. Ariel Porat a été expulsé de sa maison avec sa femme et ses 6 enfants après 20 années passées dans le Gush Katif. Ra'anan Gissin, lui, était un ami et proche conseiller d'Ariel Sharon. Il l'a suivi de 1996 jusqu'à ses derniers jours. Au début des années 2000, face à la multiplication des attentats et au blocage total de la situation, Ariel Sharon voit dans le retrait de Gaza une possibilité de sortie de crise. Il a compris que le futur de l'État d'Israël dépend du démantèlement d'une partie des implantations et de la délimitation des frontières qu'Israël pourra défendre. Pour Ra'anan Gissin, pas de doute, seul l'ancien Premier ministre israélien pouvait résister aux pressions et réaliser un tel projet. C'était un bulldozer. C'est lui qui a initié le mouvement des implantations. À partir du moment où c'est lui qui a construit les implantations, personne ne pouvait venir critiquer ses projets. C'est lui qui a construit les implantations en Cisjordanie et à Gaza. Mais du côté du Gush Katif, le projet d'un retrait de Gaza annoncé par Sharon est jugé dans un premier temps peu crédible. On ne l'a pas vraiment pris au sérieux. On a cru jusqu'au dernier moment que c'était réversible. Effectivement, on a reçu une demande de retrait que peut-être un mois avant le retrait du Gush Katif. C'est 20 ans de vie avec des entreprises, des affaires, de l'agriculture, des serres, énormément de matériel. Il faut tout retirer du jour au lendemain. 10 années se sont écoulées depuis que le dernier Israélien a quitté le Gush Katif. Une décennie qui n'est pas parvenue à mettre tout le monde d'accord. Quand je regarde aujourd'hui la situation du Moyen-Orient, je pense que Sharon a pris la bonne décision. 10 ans après, on peut se rendre compte qu'il n'avait pas vraiment raison. Admettons qu'il ait raison. On ne fait pas ça comme ça, on ne s'enfuit pas. Ce n'était pas un retrait, c'était vraiment une expulsion, sans donner le temps de se retourner, sans donner le temps de souffler, sans préparer. J'ai vécu pendant 1 an dans les hôtels, j'ai vécu après pendant 8 ans dans des maisons précaires. Avant de nous séparer, Ariel nous conduit dans son bureau. Dans la pièce, une immense photo aérienne du Gush Katif lui rappelle chaque jour la nostalgie de sa maison abandonnée. Ma maison était là, voilà, avec le beau jardin. J'avais ici des serres, ici j'avais des serres. Au-delà des terres, il regrette aussi la période où Israéliens et Palestiniens travaillaient ensemble dans la bande de Gaza. Le mois dernier, il a reçu pour la première fois un SMS de Mohamed, un de ses anciens employés de Gaza, qui demande de ses nouvelles et lui dit qu'il lui manque. Voilà. C'est touchant, on était amis. Une relation aujourd'hui réduite à néant et surtout interdite par les islamistes du Hamas qui règnent sans partage sur le territoire palestinien. Loin d'avoir eu les effets escomptés, le retrait de Gaza a été suivi, année après année, par des cycles sanglants de violence. Maurice, 10 ans plus tard, ce désengagement divise toujours la classe politique israélienne. Effectivement, Barbara, paradoxalement, c'est la droite qui a initié ce désengagement de la bande de Gaza qui aujourd'hui critique le plus fermement et sévèrement ce qu'elle considère comme un symbole d'un aveuglement politique, d'une irresponsabilité diplomatique et sécuritaire. Alors, si le retrait de la bande de Gaza a desserré l'étau diplomatique dans lequel se trouvait Israël, on se souvient que les relations avec la France s'étaient améliorées, que le statut d'Ariel Sharon avait pris de l'ampleur sur la scène internationale. Il a créé par contre, disent les critiques de droite, un vide sécuritaire qui a été immédiatement rempli par les groupes terroristes. Et on sait que le Hamas a effectivement pris le pouvoir après le retrait. Alors, encore plus à droite, dans le camp sioniste religieux, ça en est encore plus dur. Cette semaine, le leader du parti sioniste religieux, Naftali Bennett, qui est ministre de l'Éducation, a déclaré à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans du retrait que la flottille et le rapport des Nations
Unies sur la guerre à Gaza sont les résultats du désengagement et que les Palestiniens ont compris qu'en tuant et en assassinant, ils nous expulseront d'ici. C'est le résultat et le prix que nous payons. Naftali Bennett prépare le terrain à un futur retrait. Il s'oppose totalement à toute évacuation d'implantation. Et puis il faut aussi rappeler, Maurice, que cette décision d'Ariel Sharon a complètement chamboulé le paysage politique israélien avec un affaiblissement de la droite, de la gauche et a renforcé le centre. Effectivement, Barbara, on se souvient qu'après le redéploiement de la bande de Gaza, le Premier ministre Ariel Sharon a tout simplement quitté son parti, le Likoud, pour créer un nouveau parti Kadima avec des transfuges du centre et de la droite. Et ce nouveau parti Kadima a pris la responsabilité du retrait de la bande de Gaza. 10 ans après, Kadima a disparu de la scène politique et le nouveau représentant du centre, Yair Lapid, reste sceptique lui aussi quant au résultat de ce retrait. Alors la gauche est également très ambiguë par rapport au retrait de la bande de Gaza. Yitzhak Herzog, le leader du Parti travailliste, voit dans ce retrait un geste salvateur. Il faut rendre au désengagement son crédit. La gauche et le Parti travailliste est pour le retrait d'implantations isolées, mais la gauche critique la politique d'unalitarisme. Tout accord doit être négocié, affirme-t-il, et les problèmes viennent du fait que l'autorité palestinienne n'a pas du tout été consultée. Merci Maurice. Et on reste en Israël où les autorités ont renforcé leur niveau d'alerte en Cisjordanie après la vague d'attentats de ces derniers jours. Déploiement de renforts, de soldats, démantèlement d'une cellule du Hamas alors que les obsèques du jeune Israélien tué avant-hier soir ont eu lieu. Maxime Pérez. Des milliers de personnes réunies pour les obsèques de Malachi Rosenfeld. Cet Israélien de 25 ans a finalement succombé à ses blessures mardi soir après avoir été grièvement touché par les rafales de tireurs palestiniens. Dans la foule où l'émotion était immense, le ministre Naftali Bennett, chef de file du camp national religieux. Notre ennemi n'est pas un partenaire pour la paix. Il aspire à répandre la terreur et recevra le châtiment réservé aux terroristes. L'attaque s'était déroulée la veille sur une petite route reliant entre elles plusieurs localités juives du nord de la Cisjordanie. Celle notamment de Kochav HaShachar, où était originaire la victime et ses 3 autres compagnons blessés. Après une série de 3 attentats dans le même secteur, le sentiment d'insécurité gagne les habitants juifs des territoires, si bien que l'armée israélienne a décidé d'y muscler son dispositif. Une brigade d'infanterie a été dépêchée en renfort ces dernières heures, soit plusieurs centaines de militaires. En outre, plusieurs allègements accordés aux Palestiniens à l'occasion du Ramadan ont été supprimés. La nuit dernière, l'armée et les services de renseignement du Shabak ont appréhendé une quarantaine de suspects palestiniens dans la région de Naplouse. Parmi eux, figuraient de hauts responsables locaux du Hamas en charge de cellules terroristes. Ils tireraient leur financement de la contrebande d'or le long de la frontière jordanienne. Tzahal, plus que jamais en alerte, reste toujours à la recherche des auteurs des récents attentats. Une vigilance qui s'étendra jeudi à Jérusalem-Est, où les forces de sécurité redoutent de nouvelles attaques palestiniennes. Elle viendrait marquer le premier anniversaire de l'assassinat de Mohamed Abourdir par des extrémistes juifs. Faire des travaux de rénovation dans sa maison peut parfois déboucher sur des trouvailles assez inattendues. Une famille de Jérusalem a ainsi découvert sous son salon un bain rituel juif vieux de 2000 ans dans un état de conservation tout à fait exceptionnel. Reportage Joseph Emmanuel. Il a faussement l'air d'un village provençal. Nous sommes à En Kerem, à quelques encablures de Jérusalem. Derrière ces murs épais, la maison d'Oria et Tal, une maison normale, avec de vieux livres, une multitude d'objets venant du monde entier, des objets parfois centenaires. Une décoration très contemporaine, comparée à ce qui se cache sous le sol de la maison, une extraordinaire découverte faite quand Oria et Tal emménagent. On a acheté une maison, elle n'était pas en bon état, on a décidé de la rénover. On a alors découvert que le sol était composé de plusieurs couches. On a compris qu'il y avait quelque chose, et à partir de là, tout n'est plus qu'histoire. Une histoire creusée à même la roche. Nous sommes il y a 2000 ans, au commencement du christianisme. En Kerem est alors un village d'artisans, aujourd'hui un village résidentiel de seulement 2000 habitants.
Un lieu chargé d'histoire, la tradition chrétienne nous dit que Jean-Baptiste y est né. Quand il découvre ce bain rituel, Horia et Tal hésitent à en faire part aux autorités archéologiques. Une hésitation de plusieurs années pour finalement partager leur sous-sol avec tous les amoureux d'histoire. Une découverte extraordinaire qui vient confirmer ce que beaucoup d'experts pensaient. Les preuves archéologiques et physiques ici à Nkarem de cette période sont très fragmentaires. Ce bain rituel ne se suffit pas à lui-même, mais s'ajoute à tous les autres témoignages. C'est très clair, totalement évident. Nous sommes il y a 2000 ans. Ces poteries, ces objets très particuliers en pierre qui se trouvent ici, tout ceci nous dit clairement qu'il y avait ici un village juif. Et la tradition juive nous dit que les pierres utilisées pour la construction du temple de Salomon viennent de cette vallée. Les mêmes pierres donc que celles de ce bain rituel. Chaque hiver, l'eau de pluie se ferait un chemin pour le remplir. Cette année peut-être, Horia et Tal utiliseront le bain rituel comme l'utilisait la famille qui vivait ici il y a 2000 ans. Autre chose. À présent, un groupe de femmes a décidé de plaider pour la démocratisation du bikini en prenant les postures des plus belles top modèles. C'est une campagne qui alimente la révolution du maillot pour tous. Betsabé. Oui, vous allez voir qu'on n'est pas si loin que ça du bain rituel. Hein. Ouais. Alors, on avait eu plusieurs campagnes du même genre. On avait eu le No Filter, les photos qui n'étaient pas retouchées. On a eu la campagne I'm No Angel que vous voyez sur vos écrans avec des mannequins rondes, accessoirement extrêmement jolis. Et puis alors, vous avez la dernière campagne en date. C'est le site américain BuzzFeed qui a organisé une séance photo avec non pas des mannequins 90, 60, 90, mais des femmes, Barbara, comme vous et moi. Et alors, ça donne plus ou moins ça. Des femmes qui se sont mises dans le bain à Malibu, sur la plage, reproduisant avec précision les clichés du catalogue Victoria's Secret 2015. Et ça donne ça. Regardez, vous avez des jeunes filles qui prennent la pose exactement. Alors, effectivement, il y a aussi, c'est le jeu des 7 différences, hein, comme vous voyez. Le maillot n'est pas tout à fait pareil, quoi. Le maillot est le même, sauf que forme du corps oblige, ça prend une autre forme. Non, en fait, c'est la même chose, c'est le même maillot. Alors, vous avez, voilà, ça c'est Sheridan. Vous avez Nina aussi. Regardez, Nina qui avait imaginé que ces mannequins avaient simplement été maquillés, avaient enfilé un maillot, pris la pose et s'était fait photographier. Facile, mais qui a réalisé en fait que ça n'avait rien de facile. Il faisait froid, raconte-t-elle, et elle a dû se mouiller les cheveux à l'eau gelée. Un petit peu difficile, mais le message en vaut la peine, explique-t-elle. Seulement une version de la beauté nous est imposée et elles veulent changer ça, ces femmes. Lara, que vous allez voir sur vos écrans, aimerait bien tomber sur un magazine et se dire finalement « Oh mon Dieu, c'est tellement moi » plutôt que « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement que ce soit moi ». Et c'est vraiment là le message. Au contraire, Kirsten, que vous allez voir tout de suite, relève que les magazines te font sentir, je cite, comme de la merde, ajoutant « Je pense que ce n'est pas sain que des jeunes filles aient seulement une image de ce qu'est un corps à bikini. » Bref, des diptyques, comme vous voyez sur vos écrans, à prendre comme des leçons de vie et de confiance en soi, puisque ces femmes, elles sont quand même très jolie malgré tout, même celle de droite. On est tout à fait pour, on soutient ce genre d'initiative. D'ailleurs, Barbara va venir en maillot demain. Je vais faire la pause des mannequins top modèle, tout à fait. De plus en plus de campagnes donc pour un corps normal sur les plages à l'approche des vacances. Mais il faut quand même rappeler que le rêve de beaucoup de jeunes filles, c'est d'être ultra mince. Voilà, un rêve avec quand même des défis plutôt terrifiants, surtout des défis 2.0 qui vont très loin, comme on a eu récemment le Belly Button Challenge qui consistait en fait à faire passer son bras derrière le dos pour atteindre son nombril. Ou, autre exemple, cette campagne que vous voyez sur vos écrans qui fait fureur sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le Collarbone Challenge, en fait du nom donc de la salière. Il consiste à faire tenir une rangée de pièces de monnaie sur la salière, le creux donc qui se situe entre le cou et la clavicule. Maurice et Barbara, je vous laisse essayer. Ça tient que quand on est très mince, en fait? Ça tient, bah écoutez, mettez quelques pièces, vous allez voir, mettez quelques pièces à Maurice, on va faire le test dans la rédaction, mettez une rangée de pièces et tout ce genre de test donc, qui motive les jeunes filles entre elles et qui se défient et qui en fait mènent toujours à être de plus en plus minces, beaucoup trop minces, voilà. Bon,
Trop mince pour être jolie en tout cas. Voilà, nous on rappelle qu'on aime les formes. Voilà, on aime les formes et on n'aime pas les pièces de monnaie dans la salière. Et il y a eu cette campagne aussi en Grande-Bretagne sur les autobus où on voyait des filles tout en rondeur. Oui, parce qu'il y avait une mannequin beaucoup trop mec qui avait lancé « Êtes-vous prête à mettre votre maillot de bain ?» Et les Anglaises avaient été extrêmement en colère de ce défi et elles s'étaient présentées elles-mêmes dans leur bikini en disant « Voilà, nous sommes prêtes pour notre maillot de bain, la preuve. » Voilà. La révolution du maillot pour tous. La révolution de la rondeur et des imperfections. Hein. Même on a le droit d'être mince. Allez, on soutient complètement ça au morning. Merci les vergitures, beaucoup, la cellulite et les rondeurs. Merci beaucoup, Betsabe. Merci, Maurice. À suivre après un nouveau journal, Rocky Balboa va renfiler les gants Sylvester Stallone. Rempile pour un 7e volet de Rocky. Cette fois, il entraînera un jeune boxeur. Les premières images après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Restez avec nous. Iso. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On va parler cinéma. On apprenait il y a 2 jours que Tom Cruise reprenait du service dans Top Gun 2 et que sort aujourd'hui en salle Terminator Genesis avec Arnold Schwarzenegger. Eh bien, c'est au tour d'une nouvelle légende du cinéma des années 80 de faire son comeback, un retour très attendu. Tout à fait, il s'agit de Sylvester Stallone qui va être de retour dans Rocky, qui sera donc le 7e film de la saga. Ça sortira le 25 novembre. Ça s'appellera pas Rocky par contre, ça s'appellera Creed. Creed comme Apollo Creed, qui est en fait le premier adversaire de Rocky, qui est mort dans le 4e épisode sous les poings de Ivan Drago. Une première bande-annonce en version originale vient de nous être proposée sur Internet et dès les premières secondes, on est carrément emballé. Cette fois, Sylvester Stallone va laisser Michael B. Jordan donner les coups à sa place. Le jeune acteur que l'on voit sur ces images, il incarne donc Adonis, le fils d'Apollo Creed, qui n'a jamais connu son père, mort avant sa naissance. Il va retrouver alors Rocky dans son restaurant à Philadelphie et lui demander de l'entraîner. Est-ce que Stallone est encore crédible d'un point de vue cinématographique ? Alors, on parle beaucoup d'un comeback de Stallone. Alors, on peut dire comeback seulement si Stallone aurait disparu de nos écrans. En vérité, Stallone n'a jamais disparu de nos écrans. Il a effectivement une carrière en dents de scie qui a commencé dans les années 70-80 avec des sortes de nanars avec le mot est lâché. Des nanars. Il était, c'est vrai, il était fils d'une famille italienne extrêmement modeste, arrivé aux États-Unis avec un rêve en tête, faire du cinéma. Il commence par des tout petits rôles. D'ailleurs, son premier rôle à Sylvester Stallone, je l'ai retrouvé. C'est assez étonnant. On va regarder ça ensemble. Surréaliste. C'est étonnant, on est très très loin de son personnage de Rocky, qu'il faut rappeler qu'il a écrit pour lui-même. C'est un scénario qu'il avait sous le bras alors que tout le monde riait un petit peu de cet immigré italien avec une petite paralysie faciale. Voilà, qu'il séduit Hollywood avec un script absolument extraordinaire qui sera finalement le film de sa vie, le rôle de sa vie, un film à l'image aussi de sa vie. Oui, je pense pas que là ce 7e Rocky soit réellement le comeback. Le comeback c'était The Expendables, c'est-à-dire que ça a remis le pied à l'étrier à toute cette génération de Schwarzenegger, de Van Damme, etc., parce que on les avait effectivement oubliés au
début des années 2000. Et puis, quand Expendables est sorti, personne aussi là ne croyait au succès de ce jubilé de tous les anciens des années 80. Ça a tellement marché qu'ils en sont au 3e volet. Je crois qu'ils parlent d'un 4e. Donc, finalement, son comeback a été fait avec toute sa génération. Ils sont revenus, mais en bloc. C'est assez génial comme ils arrivent à se réinventer, se réinventer, parce qu'effectivement, c'est une légende dans Rocky. Ensuite, il essaie de se reconvertir dans la comédie, ça marche pas forcément. Et là, effectivement, il revient avec les Expendables. Et là, et maintenant, il surfe sur la nostalgie. À un certain âge, ça peut quand même être un petit peu pathétique, d'autant qu'il va laisser la place aux jeunes dans ce dernier opus. C'est ça qui est génial, c'est qu'il se réinvente. Et en plus de ça, il joue sur la nostalgie pour faire venir son ancien public et prend Michael B. Jordan pour incarner cette nouvelle génération, qui est un acteur qui est adoré aujourd'hui par les jeunes. Et il laisse la place aux jeunes. Et on est toujours... Moi, je suis très, très séduite par Sylvester Stallone, même s'il a 68 ans et qu'il est un petit peu périmé. On peut imaginer c'est vrai, alors, il faut le dire. On peut imaginer espérer une femme dans les prochains épisodes? Alors, on ne sait pas, on a déjà eu $1 Million Baby dans le même genre, effectivement dans un Rocky, une roquette peut-être. En tout cas, à Tel Aviv, on a retrouvé celle qui pourrait sans doute faire l'affaire. Je vous engage tout de suite. Ouais, tout de suite, quoi. C'est voilà vous, pour Rocky 8. C'est vous la roquette. J'ai le même entraînement que vous. On a tous le même entraînement, c'est drôle. Surtout la barre. Merci beaucoup, Laetitia. Les cinémas, toujours, direction l'Italie avec le festival des films restaurés. Derrière chaque projection, il y a un travail colossal fait en laboratoire. Comment redonner vie aux vieilles copies? Le récit de David Gomba. C'est un silence presque religieux. Nous voici à Bologne en Italie. C'est dans ce laboratoire de la Cinétech que s'active une dizaine de passionnés. Ils restaurent parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, longs et courts-métrages. Patience, minutie, précision extrême. Les qualités requises pour ce travail sont nombreuses. Travailler à la restauration d'un film nécessite une connaissance de l'histoire et de la technique, mais aussi du comment le film a fini dans une telle condition. Ici, chaque restauration demande un travail sur mesure et des techniques artisanales. On travaille sur ces bobines souvent en état de dégradation avancée. C'est avec un coton-tige et de l'huile d'eucalyptus que l'on tente d'ôter des minuscules morceaux de scotch malvenus. Bref, un vrai travail de fourmi. Il faut faire preuve d'une grande concentration, car chaque défaut que l'on peut réparer manuellement permet de gagner du temps sur l'étape suivante du nettoyage numérique. Valmont de Milos Forman, Jour de fête de Jacques Tati ou encore La belle équipe de Julien Duvivier, un classique de 1936 avec Jean Gabin. Peu importe le film, la même attention est dédiée à chaque projet. Ce film est fait de 5 bobines. J'ai besoin de 8 à 10 heures par bobine. J'ai déjà passé pas mal de temps sur celle-ci, mais c'est presque fini. Ces bobines sont nettoyées, scannées et numérisées. Une fois l'étape artisanale achevée, place aux nouvelles technologies. Dans cette salle, on rend au film toute sa grandeur et sa beauté. Images, son, masterisation, aucun détail ne passe à la trappe. Souvent, grâce à l'aide de notre directeur de la photo ou de réalisateur, nous réussissons à rendre la photographie du film comme elle était à l'origine. Nous travaillons donc en noir et blanc et en couleur pour rendre au film son visage original. Notre travail, c'est de respecter le visage original du film, pas de faire un nouveau film. Avec entre 60 000 et 200 000 euros par projet, restaurer n'est pas une mince affaire. Mais avec 400 films projetés, le festival Le Cinéma Retrouvé montre la vitalité de ce laboratoire. Et pour ces passionnés du 7e art, leur plus grande satisfaction reste bien sûr l'accueil du public.
La nouvelle Spider-Woman, attention, tenez-vous bien, est enceinte de 8 mois. Parents le jour, héros la nuit. C'est la punchline de la prochaine édition de la BD signée Marvel qui s'attaque donc à un problème très contemporain. Comment concilier maternité et obligation de super-héroïne? Rudy, vous êtes plongé dans les images. Oui, c'est l'événement dans le monde des super-héros. Après 38 ans à avoir sauvé le monde, sautillé partout d'immeuble en immeuble, et bien effectivement, Spider-Woman va être maman. Alors c'est l'image qui a fuité sur les réseaux sociaux et qui confirme donc que le prochain album de BD de la femme araignée qui va sortir en octobre mettra en scène donc le personnage, mais enceinte de 8 mois, une manière de traiter pour la première fois dans les Marvel, ce qu'on appelle les Marvel, la problématique de société, la problématique contemporaine, celle d'être maman et d'avoir un travail. Voilà, comment concilier les deux, maman le jour, super-héroïne la nuit, mais pourquoi évoquer cette problématique dans une BD de super-héroïne? Alors c'est vrai qu'habituellement les fans de ce genre de BD viennent chercher de l'action, ils viennent chercher du rêve et absolument pas des questions de société. L'explication la plus probable, c'est que pour, évidemment à part de faire parler de cet album, puisque là le buzz est mondial, le plus probable c'est la volonté d'élargir tout simplement pour Marvel son public. Pour l'instant c'est un public d'ados, c'est un public d'hommes, et avec cette Spider-Woman enceinte, eh bien, on tente aussi de parler aux femmes. À noter que la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne connaîtra pas l'identité du papa. Bon, ça arrive dans la vie aussi. Oui. Tant qu'à faire. Finalement, on se rend compte qu'on traite très peu de la vie privée des super-héros dans ce genre de BD. Oui, c'est vrai. Mais alors là, les temps changent et finalement, les lecteurs veulent en savoir un petit peu plus sur la personnalité de leurs héros et au-delà même de leurs exploits. C'est un peu ce qui se passe aussi en politique, dans une autre mesure. Alors, la vie privée des super-héros, c'est quand même un thème qui a intéressé beaucoup d'artistes ces 20-30 dernières années. Deux exemples. Le premier, c'est l'artiste Grégoire Guillemin qui a imaginé une série d'illustrations de super-héros de notre enfance intitulée The Secret Life of Hero. Alors on y voit par exemple, on le voit Captain America avec une combinaison Made in China, ou encore Monsieur Propre en train de se tâcher, ou il y a aussi Picsou qui lit secrètement du Karl Marx, c'est-à-dire que ce sont leurs petits péchés mignons. Alors un autre artiste qui sont inspirés des super-héros, c'est le groupe de musique électronique Boys Noise. Dans leur clip What You Want, eh bien c'est un kidam qui débarque dans une ville, une banlieue tranquille, un peu à la Desperate Housewives, mais quand il arrive dans cette ville, la population est entièrement composée de super-héros. Voilà, et son voisin déménage juste avec les yeux tout simplement. Alors, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que les super-héros les vrais super-héros ne sont-ils pas ceux de la vie de tous les jours? En tout cas, le travail d'un photographe américain que je voulais vous montrer, il a grimé des gens de tous les jours dans leur métier. En super-héros, on va voir un nettoyeur de vitres en Spider-Man, mais c'est vraiment son vrai métier, ou un livreur en Hulk. Mais la preuve que la vraie vie des super-héros intéresse depuis des années. Retour dans les années 80 avec les nuls qui se sont fait connaître sur Canal+, avec une série intitulée La vie quotidienne des super-héros. Souvenirs. T'es chiant, viens jouer d'ici. Mais tu t'entends comme tu tousses. T'entends, imbécile, arrête de fumer. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Oui, Johnny, n'empêche, des 4 fantastiques, là. La torche humaine? Ouais, il a arrêté de fumer, lui. Il valait mieux qu'il arrête de fumer, il allait se griller, hein. Ça rigole plus dans les BD pour la jeunesse. Regarde Lucky Luke, il fume plus, lui non plus. Tu vas voir qu'ils vont bientôt lui interdire de tirer plus vite que son ombre. Remarque avec ces histoires de scie. Voilà, c'est génial. Marvel n'a rien inventé. Absolument, c'est une curiosité qu'on a toujours eu de savoir qu'est-ce que font ces super-héros au-delà de leurs exploits. D'ailleurs, ils jouent aux cartes. Il y a une dernière scène dans les Avengers, il me semble, où on les voit tous manger un sandwich à la fin des...
Merci beaucoup. Allez, un mot de sport pour finir. Le football américain a souvent du mal à s'exporter. Mais en Israël, vous allez le voir, grâce à l'immigration venue des États-Unis, eh bien, les pratiquants sont suffisamment nombreux pour créer un embryon de championnat soutenu par un parrain de taille, le propriétaire des New England Patriots, plusieurs fois champion de NFL. Reportage Merav Savir avec Mathieu Topman. The owner of the current Super Bowl champion, New England Patriots, now sponsor Mr. Robert Kraft. Le patron des New England Patriots est venu visiter Israël avec une vingtaine de joueurs. Robert Kraft est connu pour être un grand supporter d'Israël. Il finance d'ailleurs depuis 10 ans la Ligue de football américain. Quand je regarde derrière moi et que je constate l'évolution depuis 2 décennies, c'est super de les voir jouer de mieux en mieux. C'est l'ambassadeur d'Israël à Washington, Ron Dermer, qui a sponsorisé ce voyage en invitant Robert Kraft et 19 joueurs figurant au Hall of Fame, ainsi que James Brown, commentateur célèbre de football américain pour la chaîne CBS. Le voyage incluait des visites, des cérémonies, mais surtout un match de prestige face à la sélection nationale israélienne. Et les joueurs israéliens ont même réussi à impressionner l'expert en football, James Brown. Tout d'abord, j'adore leur passion, leur ténacité et leur volonté d'apprendre. Ils ont tout fait pour apprendre le plus possible des joueurs qui sont venus à leur rencontre. N'importe quel petit détail. Ils le prenaient pour faire d'eux des meilleurs joueurs de football. Il y a aujourd'hui 500 joueurs dans la Ligue de football américain en Israël et 500 autres dans la Ligue des lycées. Et enfin, 1000 joueurs dans celle de flag football, une variante de ce jeu sans contact qui accueille une équipe féminine. C'est une belle opportunité et une bonne exposition médiatique pour la Ligue et pour le football américain en général et en Israël. La Ligue de football américain accueille très peu de joueurs étrangers, mais Robert Kraft rêve de pouvoir un jour faire signer des joueurs israéliens. J'espère pouvoir faire signer un kicker ou pourquoi pas un receveur. Nous verrons, mais c'est mon rêve qu'un joueur israélien vienne porter nos couleurs. Malgré l'enthousiasme, d'autres pensent qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'entraînement est l'une de nos préoccupations principales. Il y a beaucoup de techniques en football américain. Malgré le niveau encore faible du football américain en Israël, nul doute que cette visite a nourri les rêves de nombreux joueurs. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À demain. Portez-vous bien.